Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le président de la République reçoit au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de l'ambassadeur espagnol et celles de l'ambassadeur nigérian. Le Premier ministre se rend au chevet des blessés victimes de la tempête qui a touché les wilayas du Brakna et de la Sabah. En déroute en Irak et en Syrie, Daesh se replie dans le désert. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel les lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays. Il s'agit respectivement de son Excellence M. Jesus Santos Aguado, ambassadeur du Royaume d'Espagne, et de son Excellence Salisu Umaru, ambassadeur de la République fédérale du Nigeria. Le chef de l'État a par ailleurs accordé des audiences aux deux diplomates. Les détails de ces cérémonies de remise de lettres de créance avec Rabia Deida. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu aujourd'hui en audience au palais présidentiel à Nouakchott son Excellence M. Jesus Santos Aguado, qui lui a présenté ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne en Mauritanie. Le président de la République a ensuite accordé une audience au diplomate espagnol. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne a fait la déclaration suivante. J'ai présenté mes lettres de créance au président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz. La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère solennelle, mais aussi très chaleureuse, ce qui témoigne de bonnes relations à tous les niveaux entre nos deux pays. Lors de l'entretien qui l'a suivi, j'ai transmis à M. le Président les salutations cordiales et affectueuses de Sa Majesté le Roi d'Espagne, Philippe VI. Nous avons profité aussi de cette occasion et de cette première rencontre pour faire un bilan de l'état actuel des relations bilatérales. À cet égard, je peux vous assurer que c'est un honneur et un privilège pour moi de représenter l'Espagne en Mauritanie, un pays avec lequel nous entretenons des liens étroits et fraternels. En effet, les nombreuses visites réciproques de haut niveau, comme celle qu'on vient d'avoir en Mauritanie de notre ministre des Affaires étrangères et de coopération, démontrent l'importance que l'Espagne accorde à nos relations bilatérales, au niveau politique, économique, culturel, de défense, de sécurité ainsi que de coopération au développement. Mais il faudrait aussi souligner que nos relations vont encore plus loin, compte tenu de notre proximité géographique à travers les îles Canaries et aussi de notre histoire commune. Comme je viens d'exprimer à Monsieur le Président de la République, l'Espagne prête beaucoup d'intérêt à ses relations avec l'Afrique en général et avec la Mauritanie en particulier. Il s'agit en effet d'un vrai défi stratégique et d'une priorité de notre politique extérieure. Le nouveau plan Afrique qui est en train d'être rédigé servira dans ce sens de cadre stratégique d'une relation basée sur un compromis de partenariat, d'une responsabilité partagée et d'une coopération à long terme. Voilà pourquoi l'Espagne continue à intensifier des dialogues politiques avec les autorités mauritaniennes et à diversifier ses relations économiques et commerciales. Parallèlement, on soutient aussi une augmentation de l'investissement et de l'implantation des entreprises espagnoles. Il faudrait aussi souligner que la Mauritanie a été toujours un pays prioritaire pour la coopération espagnole. Et à l'heure actuelle, dans le cadre d'association pays, on a 3 lignes prioritaires: gouvernance et consolidation de l'état de droit, santé publique et développement rural. En parallèle, nous continuons à renforcer nos relations de coopération en matière culturelle et éducative. La présence cette semaine d'une corvette de la marine espagnole au port de Nouakchott, dans le cadre des exercices militaires conjoints que nous menons depuis longtemps, constitue aussi un bon exemple de notre coopération en matière de défense.
Et finalement, permettez-moi de signaler notre coopération en matière de sécurité, avec l'objectif de maîtriser d'une façon conjointe la migration irrégulière et de lutter contre le trafic illicite. Et voilà, c'est un petit résumé de notre entretien et de la cérémonie dans laquelle moi j'étais accompagné par mon épouse, Madame Fegali, pour la première conseillère de l'ambassade d'Espagne, Elena Rodríguez, ainsi que pour le consul Alejandro Mazarambro. Le président de la République Mohamed Abdelaziz a également reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Salissou Oumarou, en sa qualité de nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria auprès de la République islamique de Mauritanie. Le président de la République a ensuite accordé une audience au diplomate nigérian. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur nigérian a fait la déclaration suivante. Je suis venu présenter mes lettres de créance au président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Je tiens à vous assurer que mon pays aspire à renforcer ses relations de coopération avec la Mauritanie au plus haut niveau. Je peux vous affirmer que nos relations bilatérales se développent de plus en plus dans les domaines politiques, économiques et sociaux, dans l'intérêt réciproque de nos deux pays frères. Les cérémonies de remise des lettres de créance se sont déroulées en présence de messieurs Dr Esselkoul Ahmed Izidbi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Oulbahi, directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Salem Oulmarzoug, conseiller à la présidence de la République, Abdelkader Mohamed Ahmedou, ambassadeur directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre Yahya Ould Amin s'est rendu aujourd'hui au centre hospitalier national pour s'enquérir de l'état de santé des blessés la suite de la tempête qui a touché les wilayas du Brakna et de la Saba. Sur place, le Premier ministre s'est entretenu avec les blessés qui ont été transportés en urgence à Nouakchott par les autorités qui sont entrées en action dès les premières heures. Il a rassuré les victimes de l'engagement de l'État dans leur prise en charge, priant pour les disparus. Justement, par rapport à ce sujet, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a fait un communiqué pour éclairer l'opinion publique et pour éviter toute rumeur ou information non précise ou mensongère qui pourrait être entretenue. La teneur du communiqué est la suivante. Des zones des wilayas du Brakna et de la Saba ont été frappées la nuit dernière par des tempêtes violentes accompagnées de pluie, ce qui a causé de grands dégâts humains, à savoir la mort de 15 personnes, dont 9 au Brakna et 6 en Asaba, et 41 personnes blessées, dont 12 atteintes de blessures graves. 4 d'entre elles ont été évacuées à Nouakchott. Les autres suivent leur traitement dans les hôpitaux régionaux d'Alleg et de Kifa. Parmi ce nombre, 29 personnes ayant des blessures légères ont été traitées. La catastrophe a causé également des dégâts sérieux dans les biens des populations concernées. Des comités locaux ont été constitués immédiatement et planchent actuellement sur l'évaluation des dégâts enregistrés. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation se déplacera pour s'enquérir sur le terrain au niveau des 2 wilayas de la situation des sinistrés, visiter leurs familles, notamment les blessés, et leur apporter les premiers soins. La ministre de l'Agriculture a tenu hier dans la ville de Rosso une réunion avec les agriculteurs de la wilaya du Trarza. Aujourd'hui, elle a visité une infrastructure relevant de son département. Je vous propose de suivre en détail ces activités avec Abdelrahman Hamadan. Cette réunion de prise de contact que la ministre de l'Agriculture, Lamina Bint Al-Qutb Al-Mama, a tenue avec les agriculteurs du Trarza s'inscrit dans le cadre des efforts de son département visant à réussir la campagne agricole en cours. Au cours de cette réunion, les agriculteurs et les opérateurs du secteur agricole ont exprimé leurs opinions sur la situation du secteur, les problèmes posés et leur évaluation des efforts consentis pour promouvoir le secteur et relever sa contribution au développement national.
Les agriculteurs ont également loué les grandes réalisations opérées dans le secteur qui ont abouti à l'amélioration de la qualité de la production et au renforcement de sa compétitivité. En revanche, ils ont demandé le désenclavement de certaines zones de production, le renforcement des mécanismes de protection et la création d'un cadre d'assurance agricole. Répondant à ces interventions, la ministre de l'Agriculture a rappelé l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, au secteur de l'agriculture, passant en revue les projets de réhabilitation, d'aménagement et de maîtrise d'eau que le gouvernement a lancés dans les zones de production. Le ministre a précisé que son département a pris des mesures pour désenclaver certaines zones de production promettant d'œuvrer pour trouver les solutions adéquates aux problèmes posés par les agriculteurs. La ministre de l'Agriculture a couronné sa tournée par une visite aussi des travaux de construction d'un pont pour désenclaver les périmètres agricoles de Nteik et Tinyedder. Ces travaux en cours s'inscrivent dans le cadre du projet de réhabilitation et de nettoyage de l'axe hydraulique de la vallée d'Emblaïd. À présent, des nouvelles de nos pèlerins qui ont terminé hier leur Hajj de l'année 1438 de l'Hégire. Cette année, plus de 2 millions de musulmans ont accompli le grand pèlerinage à la Mecque qui constitue le 5e pilier de l'islam. Moussa Ndiaye. Ce mardi 5 septembre 2017 coïncide avec le 14e jour de Dhul Hijjah de l'an 1438 de l'Hégire. Ce qui explique que les pèlerins de Baytullah al-Haram sont dans leur dernière phase du pèlerinage de cette année. Et ce, dans le cadre du 5e pilier de l'islam qui est El Hajj. Pendant 3 jours en Minan de Tashriq, chaque jour, les pèlerins lapident les 3 stèles de Minan. D'abord, ils commencent par la plus petite, puis la médiane et la plus grande de cet Aqba. Sur chacune de ces stèles, les pèlerins jettent 7 cailloux en disant Allahu Akbar avant d'effectuer à la fin des jours de Tashriq leur tawaf al-wada'. À noter que le nombre de pèlerins de cette année à la Mecque de 1438 de l'Hégire est de 2 300 000 Hajj venus des différents pays de la Oumma islamique. Retour à Nouakchott qui a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier de partage du plan d'action du Laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments. Les objectifs de cette rencontre avec l'Aliya Cheikh Al-Hadrami. L'objectif de cet atelier est de partager le plan d'action du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments en s'assurant de la bonne compréhension de la place qu'occupe le Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments dans la chaîne de l'approvisionnement des médicaments essentiels, identifier avec les partenaires techniques les opportunités potentielles de cofinancement afin de garantir la bonne mise en place du plan d'action du laboratoire. Le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Ahmedoul Mohamedou Lidje, a mis en exergue que ce séminaire est d'une importance capitale. Il affirme que son département accorde une importance au contrôle des médicaments en sachant que dans le monde, les médicaments contrefaits atteignent 10% selon le FDA. Il a par la suite ajouté que le président de la République a donné des instructions fermes pour que sur le marché mauritanien, les médicaments contrefaits ne soient pas accessibles. La qualité aussi est importante. Du coup, les pharmacies subissent des contrôles pour que le département s'assure des conditions de stockage et de la vente des médicaments aux citoyens. Le directeur du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments a loué les efforts déployés par son département pour assurer et garantir la qualité des médicaments disponibles sur le marché mauritanien. Afin de mieux rentabiliser les efforts entrepris par les pouvoirs publics dans le secteur de la santé, il demeure donc essentiel d'assurer la qualité des médicaments et sécuriser leur approvisionnement en Mauritanie. Pour ce faire, il est capital que la Mauritanie soit en mesure de certifier que les médicaments et produits de santé disponibles sur le territoire correspondent à la qualité annoncée par les fournisseurs dont la plupart ne sont pas du domaine pharmaceutique. Le coordinateur du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel a mis l'accent sur l'importance d'élaborer un plan stratégique pour le développement du projet. Partager les objectifs du projet et ses avancées avec ses partenaires techniques et financiers en vue de mobiliser des ressources additionnelles pour financer les parties de ce programme qui n'ont pas encore eu de financement. Il a connu la participation de plusieurs partenaires, dont aujourd'hui nous saluons ici et nous remercions la présence du Centre africain des ressources, la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a déclaré
son soutien pour la mise en œuvre de nos composantes santé et qui est aujourd'hui ici pour nous soutenir aussi bien sur cet atelier que sur les ateliers qui vont avoir lieu à Nouadhibou entre le 7 et le 9, qui vont aborder d'autres aspects en lien avec celui-ci, qui sont le système d'information et de gestion logistique et la mise aux normes des espaces de stockage des médicaments. Les participants à cette rencontre ont pu suivre des exposés détaillés sur le projet SUED, notamment sur la composante 2.1 qui a pour objectif de garantir aux populations les médicaments de qualité. Notre coup de projecteur porte sur les gares routières pendant la période des fêtes. Pour y voir plus clair, nous nous sommes rendus au niveau de certaines gares pour nous enquérir des conditions de voyage et les tarifs enfin de l'affluence. Bokar Baylaba. Pendant les fêtes, les Nouakchotois retournent dans leurs villages respectifs, surtout quand il s'agit de la fête du mouton. L'engouement s'accroît. Du coup, ce sont les gares routières qui grouillent de monde. Ainsi, les voyageurs affluent et les tarifs de transport prennent l'ascenseur. Rentrer chez soi dans ce tohu-bohu des gares relève du parcours du combattant. Ainsi, les voyageurs estiment qu'au regard de l'affluence, les transporteurs doublent les tarifs de transport selon la destination. Pourtant, certains trajets ne sont pas aussi longs comme Nouakchott-Kirkiz. Et dans le camp des transporteurs, on l'entend autrement. Ils expliquent cette situation du fait de l'état de délabrement de certaines routes, ce qui occasionne des frais supplémentaires. Autre transport soumis à forte pression en période de fête, les taxis. L'affluence est perceptible. Ainsi, les chauffeurs de taxi se frottent les mains à cette période de forte demande. D'ailleurs, ce chauffeur estime que le manque de taxis ne pose pas de problème, mais c'est plutôt les intrus, à savoir les taxis personnels, qui dérèglent les tarifs de transport. Et pour ce gérant de gare, les tarifs de transport restent inchangés, qu'on soit en période dite normale ou en période de fête. Justement, les passagers n'entendent pas de cette oreille. Ils estiment que le tarif de transport passe de 100 à 200 ouguiyas. En définitive, la période de fête est toujours une aubaine pour certains qui se frottent les mains. Pour d'autres, c'est le porte-monnaie qui en prend un sacré coup. Hors de nos frontières, l'État islamique a perdu de nombreux territoires. Aujourd'hui, les djihadistes de l'État islamique sont en déroute aussi bien en Irak qu'en Syrie et sont forcés de se replier dans le désert et la clandestinité. En Irak, Daesh a perdu 90% de ses positions dans la seconde ville du pays, Mossoul, l'un de ses principaux bastions depuis lequel il avait proclamé en 2014 un califat à cheval sur la Syrie. Un feu de forêt a détruit hier aux États-Unis plus de 2000 hectares au nord de Los Angeles, où les autorités ont dû évacuer 700 habitations et fermer un grand axe autoroutier. L'incendie, baptisé la Tuna Fire, du nom du canyon où il s'est déclaré vendredi, est le plus important dans l'histoire de Los Angeles en termes de superficie, a déclaré le maire de la ville, Eric Garcetti, lors d'une conférence de presse. Plus de 700 maisons ont été évacuées dans un quartier nord de Los Angeles, ainsi que dans les communes voisines de Burbank et Glendale. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le président de la République reçoit au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de l'ambassadeur espagnol et celles de l'ambassadeur nigérian. Le Premier ministre se rend au chevet des blessés victimes de la tempête qui a touché les wilayas du Brakna et de la Saba. En déroute en Irak et en Syrie, le groupe Daesh se replie dans le désert. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.